Bonsoir. Nous allons, avant de démarrer cette séance du Conseil municipal du 28 juillet 2023, je dois vous donner, comme à l'accoutumée, lecture de l'ordre du jour du précédent Conseil qui avait eu lieu le 28 juin à 20h. L'ordre du jour était le suivant. Choix du bureau d'études pour les missions SPS et CT de la tranche 3 des travaux du VVF. Lancement de la consultation pour les travaux de rénovation des gîtes au VVF. Convention d'accompagnement technique et financier pour l'entretien du réseau pour les années 2024 à 2027. Modification du plan de financement pour la rénovation de l'éclairage public communal. Tarif pour la vente d'un ouvrage photo sur Najac à la maison du gouverneur. Tarif cantine 2023-2024. Et enfin, vente du bâtiment de l'ancien guichet du Crédit Agricole au 56 place du Faubourg. Voilà, donc nous pouvons procéder à la signature du procès-verbal. Et le secrétaire de séance est en Régis Sonipigné. Voilà, merci. Voilà, donc nous allons procéder au conseil municipal de ce 28 juillet. Nous sommes en effectif réduit, mais le quorum est atteint. Je dois annoncer les procurations de Rémi Mazière pour Mathieu Larossini, de Claude Rabaïrol pour Suzanne Deléris, de Isabelle Barès à Fabrice Guibal, de Natacha Clouzet à Alain Andrieux, de Virginie Lefloc à Pierre-Jean Bartheil et de Laurence Mia à moi-même. Voilà. L'ordre du jour du conseil d'aujourd'hui est le suivant. Finances, délibération modificative relative à l'intégration des frais d'études au coût d'opérations réalisées. Concernant l'urbanisme, 2 points. Validation d'un avenant de la convention pré-opérationnelle avec l'établissement public français. Et rachat du bâtiment au 1 rue du Bourguet à l'établissement public français. Ouest Aveyron Communauté avis sur le projet de plan local d'urbanisme intercommunal arrêté par Ouest Aveyron Communauté le 29 juin 2023. Pour les ressources humaines, renouvellement du contrat d'ASSEM pour 2023-2024. Modification du temps de travail pour l'agent technique de ménage des locaux. Association subvention à l'association ALSH Lodini. Et enfin, urbanisme, déclaration d'intention d'aliéner à soumettre au droit de préemption. Donc, il faut un secrétaire de séance qui veut bien le faire. Je me suis porté candidat. Oui. Pierre-Jean, je te remercie. Donc, sur le premier point, je passe la parole à Suzanne qui nous le présente. D'accord. Donc oui, effectivement, la trésorerie principale nous a demandé de prendre une décision modificative afin de régulariser les frais d'études qui ont été réalisés avant notre arrivée. Donc cela concerne la section d'investissement. Et donc ces frais d'études, c'était la réalisation d'études préalables aux travaux de l'agenda programmé de l'accessibilité qui a été réalisé en 2017 et pour un montant d'études de 6 660 €. La deuxième, c'était une étude engagée pour la révision du poste qui a conduit à l'approbation du PLU en 2014. Donc cette somme totale est de 32 094 € et 74 centimes. Et ensuite, c'était une étude pour la salle des fêtes qui a été réalisée en 2018
et pour une somme de 2290 €. Alors effectivement, c'est neutre, hein. Ce n'est pas des dépenses sur le budget 2023, c'est juste une régularisation de compte, donc un compte d'études à un compte définitif. Voilà, donc je vous passe le numéro de compte. Oui, c'est des mesures... Et c'est neutre, hein, voilà, c'est autant dans les dépenses que dans les recettes. Des mesures de rectification comptable, parce que depuis 2014, 2017, 2018, tous les budgets ont été approuvés. Nous n'étions pas là, mais je ne comprends pas tout l'intérêt de ce genre de démarche, mais c'est la trésorerie. C'est nécessaire. Voilà, je mets au vote qui est pour cette décision modificative. Je vous remercie. Le prochain point concerne la validation d'un avenant à la convention opérationnelle avec l'EPF. Vous savez que l'établissement public foncier aide les communes pour faire effectuer le portage financier sur des acquisitions de bâtiments. Nous avions en 2021 signé une convention avec l'EPF pour une opération qui consistait à acheter, entre autres, le bâtiment, enfin nous n'avons fait que celui-là d'ailleurs, que l'achat du bâtiment au 1 rue du Bourguet, où était la boutique Zénial, où est aujourd'hui le chocolatier. On verra après, dans le prochain point, nous avons à racheter ce bâtiment maintenant. Et l'intérêt de l'EPF, c'est que ils achètent et la commune peut bénéficier du bien pendant au moins 8 ans. Et nous pouvons donc, ça donne le temps de se retourner, de voir quelle est la faisabilité et quelle orientation on peut donner à ce bâtiment et quelle peut en être la meilleure viabilité. Donc nous avions fixé un seuil à 250 000 € dans la première convention et nous souhaitons aujourd'hui aller un peu plus loin puisque d'autres projets d'investissement qui se feront ou pas d'ailleurs sont en réflexion de notre part. Il y a d'une part l'épicerie et l'officine à côté qui sont en vente et que effectivement ils pourraient, si nous procédions à un achat, nous pourrions passer par l'EPF. Et il y a aussi le hangar Magne dont on parle souvent et sur lequel je profite pour dire que nous n'avons pas avancé malheureusement puisqu'ils sont toujours à la recherche le notaire nous dit qu'ils sont toujours à la recherche des héritiers. Et l'intérêt aussi d'un achat, enfin l'intérêt d'un achat par l'EPF, c'est que nous allons le voir dans le dossier suivant, ils achètent le bâtiment et ils le revendent à la commune avec une décote qui est bien intéressante. Et concernant par exemple le hangar Magne, l'EPF pourrait acheter le hangar et procéder aux travaux de dépollution et nous le revendre effectivement avec une décote également. Donc c'est quelque chose qui peut être très intéressant. Je précise que nous proposons de rehausser la participation financière de 250 000 à 800 000 €. Ça ne veut pas dire que nous allons faire ces dépenses, mais que si les choses peuvent se faire, nous aurons un document administratif qui nous permettra de le faire si vous approuvez cette convention. Voilà, je ne sais pas si j'ai donné les explications nécessaires. Donc c'est des dossiers que vous connaissez, dont on a souvent discuté. Et il s'agit de pouvoir essayer d'avancer sur ces éléments-là.
Ouais. Oui. Juste, je voulais ajouter que ce qui est intéressant avec l'EPF, c'est que ça peut aussi faire accélérer le projet, les travaux, enfin, l'achat, les travaux et les études, etc. Ça fait accélérer aussi les choses, quoi. C'est toujours bien à prendre c'est toujours bien de les solliciter pour ce type d'achat, quoi. Je ne sais pas si ça accélère vraiment, mais c'est toujours un bon bol d'air pour nous, communes, de ne pas avoir à débourser au moment de l'achat. C'est vraiment un établissement qui est très intéressant. En fait, on rachèterait le bâtiment 1 rue du Bourguet pour ne pas impacter le budget de 800 000 € qu'on veut augmenter, c'est ça? Non, le problème de la rue du Bourguet, on le verra tout à l'heure, mais il est différent, c'est que nous avons avancé sur le problème, nous avons conventionné avec un bailleur social qui est Solia, qui va porter les travaux, et pour aller plus loin et déposer notamment le permis de construire, il faut que nous soyons propriétaires. On ne peut pas faire les travaux si c'est l'EPF qui est toujours propriétaire. Voilà, donc s'il n'y a pas d'autres questions, je mets ce point au vote. Qui est pour? Je vous remercie. Donc le prochain point, on l'a un peu abordé, c'est la question de cet immeuble au 1 rue du Bourguet, qui a une surface totale de 98 mètres carrés, que, comme je viens de le dire, nous avons conventionné avec un bailleur social qui s'appelle Solia, qui doit porter la totalité des travaux. Pour cela, il faut que nous soyons propriétaires. Et alors cet immeuble, il avait été acheté par l'EPF en 2021 à 85 500 €. Le montant des frais notamment les émoluments du notaire, les taxes foncières, les assurances, les frais annexes qui ont été supportés par l'EPF sur ce bâtiment, puisqu'il compte bien entendu la totalité, se monte à 10 000 €. Donc, si on suivait le prix de cession au regard du coût d'achat plus des frais qu'ont eu l'EPF, on serait à 95 155,84 €. Et l'EPF nous fait une décote de 25 000 € et nous propose le rachat de ce bâtiment au montant de 70 155,64 €, soit une décote de 25 000 €. Voilà, je pense que c'est vraiment quelque chose d'intéressant, puisque, entre-temps, même si ce n'est pas un gros loyer, nous avons mis ce bâtiment en location. C'est la commune, et c'est tout à fait légal, qui a encaissé les loyers. Et donc, c'est vraiment une bonne opération pour la commune, et surtout, l'EPF est un bon outil pour les collectivités locales. Voilà, je ne sais pas s'il n'y a pas de questions. Je vous demande qui est pour. Je vous remercie. Le prochain point concerne l'avis. Nous avons donné un avis sur le plan local d'urbanisme intercommunal. Donc, il est en cours de finalisation au niveau de la communauté de communes. Je dois dire que ce n'est pas partie facile que de passer par toutes les étapes réglementaires sur des sujets comme ça. La communauté de communes y travaille depuis le début 2018. Là. C'est pas facile de prendre en compte les demandes de l'État et d'harmoniser au niveau des 29 communes d'Ouest Aveyron Communauté. Alors, le PLUI, le plan local d'urbanisme intercommunal, répond à la nécessité de planifier et de maîtriser à long terme
à terme le développement du territoire, d'assurer une gestion économe et durable de l'espace. Par les différents textes de loi qui s'imposent au PLUI, l'État cherche à renforcer la lutte contre l'artificialisation des sols, notamment en préservant les espaces agricoles et naturels. Le plan local d'urbanisme constitue une boîte à outils pour orienter l'aménagement du territoire. Il doit impérativement respecter les principes généraux énoncés dans le Code de l'urbanisme et doit intégrer les règles et dispositions de l'État. Donc, après plus de 3 ans d'accompagnement par un cabinet spécialisé, la phase d'étude du PLUI a été clôturée en juin 2023 avec l'arrêt du PLUI en conseil communautaire, c'était le 29 juin. Alors, cet arrêt correspond à un point d'étape dans l'élaboration du PLUI. Il ne veut pas dire que la procédure s'arrête, bien au contraire. Là, il s'agit d'une étape où le conseil communautaire constate que toutes les phases préparatoires qui étaient obligatoires ont été réalisées, que le projet est suffisamment abouti aujourd'hui pour entrer dans la phase administrative qui consiste à recueillir l'avis des communes, c'est ce que nous allons faire ce soir pour ce qui nous concerne, et recueillir l'avis des partenaires publics et l'avis du public lui-même et de la population. Alors, ensuite se tiendra vers fin 2023-2024 une enquête publique dans laquelle ce projet de PLUI pourra être modifié pour tenir compte des avis qui auront été joints au dossier de l'enquête, pour tenir compte des observations du public et du rapport du commissaire enquêteur ou de la commission d'enquête. Bon, ces modifications, bien entendu, j'allais dire, devront être un peu à la marge et ne doivent pas remettre en cause la genèse générale du projet, la philosophie générale du projet, et elles doivent donc précéder l'enquête. Donc aujourd'hui, nous avons à nous prononcer sur ces documents. Vous les avez reçus dès qu'on vous les a envoyés à tous les élus dès qu'on les a eus. Pour beaucoup, nous les avons débattus et amendés plusieurs fois lors de plusieurs réunions avec les services de la communauté de communes, que je tiens d'ailleurs à remercier pour leur aide et leur disponibilité sur ces dossiers. Alors, le PLUI, il reconnaît, au travers du fameux PADD, le projet d'aménagement et de développement durable, la structuration du territoire, et pour notre territoire autour d'un maillage qui comprend à la fois le pôle principal qui est Villefranche de Rouergue et les bourgs-centres, Villeneuve et Najac-la-Fouillade, et ensuite les 23 autres villages qui composent la communauté de communes. Le PLUI fixe les règles d'occupation du sol par des zones, les zones à vocation urbaine, les zones U, les zones à urbaniser, AU, les zones agricoles, les zones A, et les zones naturelles et forestières, les zones N. Vous trouverez le détail sur les documents que vous avez et qui sont d'ailleurs sur le site de la communauté de communes, et nous mettrons les liens bien entendu sur le site de la commune de Najac. Le PLUI comprend aussi ce qu'ils appellent les AOP, les orientations d'aménagement et de programmation, qui consistent à acter le développement sur le plan notamment du foncier. Et pour ce qui concerne notre commune de Najac, notamment la réserve foncière au lotissement de la Planquette pour une surface de 7600 m² et qui correspond à 8 habitations.
Le PLUI comporte aussi des annexes. Il a été recensé à la demande des habitants 27 bâtiments pouvant changer de destination. Ce sont surtout des bâtiments en pierre, pour beaucoup des vieilles granges, et qui se trouvent à proximité des habitations actuelles. Et il n'est pas question de faire un mitage avec des vieilles bâtisses qui se trouveraient en plein milieu des bois et notamment et surtout sans réseau. Il comprend 8 lieux, parcelles ou parties de parcelles, emplacements réservés en vue de la création ou de stationnement ou d'espaces publics, de déviation, d'aménagement de promenade par exemple le long de l'Aveyron ou d'extension éventuelle de camping. Et enfin, il comprend aussi un inventaire de 15 éléments du patrimoine qui sont à préserver, fontaines, statues, lavoirs, puits ou autres bâtiments divers. À ce sujet-là, il en manque de nombreux. On nous a fait retourner, mais bon, trop tardivement pour beaucoup, certains de ces éléments du patrimoine qu'on va voir comment on peut les intégrer, bien sûr. Voilà. Il est possible que des éléments qui ont été demandés par des habitants n'aient pour une raison ou une autre pas pu être pris en compte et pas codifiés dans le document tel qu'il est présenté aujourd'hui. Bon, il ne faut pas s'inquiéter sur ces éléments-là. Ce qu'il faut savoir, c'est que la mairie, nous n'avons plus la main. Ce n'est pas la peine de les faire remonter à la mairie parce que nous ne pouvons intervenir sur ces éléments. Mais il faudra les présenter lors de l'enquête publique auprès du commissaire enquêteur pour les faire intégrer dans le nouveau document. Voilà, donc je ne sais pas si vous avez eu le temps de vous pencher ou de revoir les modifications qu'il y a pu y avoir dans ce document. C'est vrai qu'il est quand même assez imposant. Bon, je ne vais pas prendre les 3 quarts de la table là pour dérouler le plan, mais c'est un bon document qui a demandé beaucoup de travail et qui, je suis persuadé, n'est pas parfait à 100%, mais il faut bien avancer sur des éléments concrets. Oui, Jean. Oui, on a eu la chance de pouvoir débattre à plusieurs reprises de ce PLUI. Je crois que bon, il est aussi bien avancé, et moi aussi, je suis comme toi, je loue le travail d'Ouest Aveyron. Il y a quand même ce PLUI, pour moi, présente quelques défauts. D'une part, un manque total d'ambition sur l'installation de nouvelles personnes sur le territoire. De tête, je crois que ça représentait 250 personnes sur 5 ans ou sur 10 ans. Enfin, vraiment quelque chose de tout à fait anecdotique. Et ça risque aussi de nous limiter d'une façon drastique la capacité d'extension et de création de zones d'activité, puisqu'elles sont arrêtées. On n'aura pas la possibilité sur Najac de développer ça. Et c'est pas un très bon signe sur l'avenir de nos territoires. Le PLUI, les PLU sont en général pilotés par les préfectures, même si on donne la parole aux élus locaux. Et il y a cette volonté sur le territoire national de limiter l'artificialisation, ce qui est une bonne chose, mais qui s'applique mal sur nos territoires qui sont justement restés peu artificialisés et qui mériteraient de pouvoir se développer. Donc je crois que sur les phases suivantes, il faudra être très vigilant là-dessus pour ne pas se retrouver empêché d'accueillir de nouveaux habitants. Là, je prends un exemple. Eux disent qu'il faut peupler les dents creuses, il faut reconstruire les dents creuses pour éviter l'artificialisation. C'est très bien, sauf que ça ne correspond pas du tout à l'attente des gens qui veulent s'installer sur notre territoire.
les gens qui veulent s'installer, ils veulent du terrain autour, ils veulent donc les dents creuses ne correspondent pas du tout à cette attente. Donc il faudra qu'on fasse très attention sur la suite. On aura peu de mots à dire malheureusement parce que c'est vrai qu'on est noyé un petit peu dans ce fonctionnement territorial, mais il faudra qu'on soit vigilant là-dessus. Oui, alors moi je pense que ce document il ne va pas nous empêcher d'accueillir des habitants nouveaux. Il y a un objectif de 110 habitants par an pendant 10 ans. Ça paraît peut-être assez peu, mais après, si on peut aller au-delà, on ne va pas nous l'interdire, c'est clair. Mais et les possibilités d'accueil de nouveaux habitants vont être pour nous, Najac, par la petite extension du lotissement, peuvent être par des rénovations et notamment les changements de destination et quelques remises en service de bâtiments vacants. On a 159 habitations vacantes sur la commune, c'est quand même dommage et il y a là un vivier quand même qui peut être intéressant. Donc moi je ne suis pas inquiet sur notre capacité à accueillir de nouveaux habitants. Concernant les zones artisanales, moi j'ai souvent pesté au début puisque n'était reconnu que les zones de Villeneuve, de la Glèbe et de la Fouillade. Mais nous aurons quand même la capacité d'accueillir des artisans dans notamment la zone du Puech, sur certes des petits terrains, des petits morceaux de terrain, mais c'est quand même pas c'est pas impossible quoi, hein. Pour l'instant on n'a pas refusé des gens. Voilà ce que je peux dire. Est-ce que vous avez d'autres questions? Non, moi j'aurais juste à ajouter que c'est vraiment dès le début, ce qui m'a étonné, c'est que c'est un travail qui se fait par rapport à un recensement et une démographie qui était de 2018, qui s'est rapportée à 2018, et on est en 2023, mais en effet, je pense que le Covid a beaucoup accéléré aussi l'arrivée de nouveaux arrivants, et c'est vrai que du coup, j'ai l'impression que on était un peu hors sol on nous a dit dès le début que Najac était en démographie et plutôt vieillissant, et j'ai l'impression que c'est exactement le contraire qui se passe en ce moment. Enfin, voilà, c'était juste ce qui m'a surpris dès le début du travail mais bon voilà, après c'est très bien c'est effectivement quelque chose qui a été posé dès le début par toutes les communes en disant on travaille sur quelque chose qui daté de 3-4 ans et avec une donne qui est différente. Et c'est ce qui a déterminé aussi la capacité de construction, de terrain constructible sur chaque commune en fait, dès le départ. Ce qu'il faut voir et qui a posé problème, c'est la demande de l'État et de limiter la consommation des surfaces consommées. Et on a réduit de 30% l'espace consommé par rapport à la prévision d'espace agricole ou naturel consommé. On l'a réduit de 30% par rapport aux 10 dernières années pour arriver donc à une consommation de environ 70 hectares pour l'habitat et 40 hectares pour l'économie. Et le sacro-saint, on peut le comprendre, hein, mais la sacro-sainte volonté de limiter l'artificialisation des sols, elle commence chez nous dans nos territoires, quoi. Donc ça a été vraiment l'objet de grosses discussions et ça a permis d'aboutir à ce constat-là aujourd'hui. Le PLU, même au niveau du commerce, il tend à développer plus le commerce en centre-bourg que plutôt qu'agrandir des zones artisanales. Donc, moi, je trouve que c'est plutôt un bon point. Je pense qu'on se rend compte sur les communes avoisinantes donc je trouve que c'est quand même
Je me rappelle d'une phrase qui avait été dite lors de la dernière réunion publique qui disait s'il y avait eu ce règlement qui avait été fait de ce PLUI-là, aurait été fait il y a 10 ans en arrière, sur le dernier vote du PLUI, il n'y aurait pas eu l'existence de la zone artisanale de la Fouillade, par exemple. Donc il y a quand même un retour aussi 10 ans après à essayer de revitaliser les centres-bourgs. Voilà, donc s'il n'y a pas de questions, je mets le document tel qu'il a été présenté au vote, qui est pour. Je vous remercie. Le prochain point concerne le renouvellement du contrat d'ATSEM pour 2023-24. Suzanne? Oui. Merci. Alors oui, c'est pas la création d'un emploi, mais c'est bien le renouvellement d'un contrat d'ATSEM. Donc il va être fait allant du 4 septembre 2023 au 22 décembre 2023. Donc ce n'est pas un temps complet, mais ce sera donc une durée journalière de 8 heures, mais uniquement pendant la période scolaire. Enfin, pour les jours scolaires. Parce que la période, ce serait trop... C'est uniquement les jours scolaires où ce sera 8 heures. Et alors, donc l'indice, la rémunération de l'agent sera calculée sur l'indice 300 brut, sur l'indice 397. Et son grade, bien sûr, ce sera un agent d'entretien et d'aide des enseignants à l'école. Oui, d'ailleurs, il faudra voir, chaque année, on renouvelle. Et oui, parce que c'est des CDD, voilà. C'est pour ça qu'on est obligé de reprendre chaque fois une délibération pour un nouveau contrat. Il faut voir si on ne peut pas fixer cet emploi dans le temps. Bien sûr. Ouais, on le verra. Ça a été fait pour une, déjà. Ouais. La création ne peut pas courir sur 2 exercices, parce que c'est vrai que ça va nous obliger Apparemment, si en ça... janvier de revoter pour... Oui, mais c'est fait volontairement, je pense, par rapport à l'agent. Ouais. Ah bon, d'accord. Voilà. C'est pas, c'est fait pas volontairement. une impossibilité pour nous, d'accord. Non, c'est pas une impossibilité pour nous. Parce qu'on renouvelle sur un agent qui a une interrogation sur l'avenir, Voilà. donc voilà. C'est ça qu'on s'arrête à la fin de l'année. Mais ce qui... Peut-être qu'on renouvellera, mais voilà. Voilà, donc qui est pour cette proposition? Je vous remercie. Le prochain point, on ne va pas l'aborder aujourd'hui, c'était modification du temps de travail de l'agent technique de ménage de locaux, parce que il s'agissait d'une agente qui est actuellement employée, qui a un petit contrat, qui fait beaucoup d'heures complémentaires, et il s'agissait de régulariser. Pour cela, il faut... et je ne comprends pas pourquoi, mais il faut l'avis du comité technique du centre de gestion et que nous n'avons pas reçu au jour de l'examen, donc au jour du conseil, pardon. Donc sans cet avis, on ne peut pas délibérer là-dessus. Donc c'est pas grave, ça ne va pas empêcher l'agente de travailler et de faire un bon nettoyage de nos locaux. Il n'y a pas de souci. Voilà, excusez-moi pour ce retour en arrière là sur ce point, mais on n'a pas le choix, on ne peut pas délibérer aujourd'hui. Fabrice, tu nous parles de... L'association Lodini, qui est un centre de loisirs qui propose des activités pour les enfants les mercredis à l'année et puis pendant les vacances scolaires. Donc Lodini a mis en place un ALSH, donc c'est un accueil de loisirs sans hébergement, à destination des familles de la commune, donc de La Fouillade, le Bas-Ségala, Boré-Bar, Lunac, Bouteille, Saint-André-de-Najac, Saint-Vincent et Najac. Donc bien que s'apparentant à un service public, l'association ne peut fonctionner sans une participation financière de ces communes-là et de la communauté des communes. Aussi, l'association réclame auprès d'elle, donc de chaque commune, une participation calculée sur la fréquentation de l'année écoulée. Donc, sur la base donc, de l'année N-1, mais ne pouvant excéder à l'avenir de celle établie en 2022. Donc voilà, donc on va voter sur le nombre d'enfants qui auront participé aux activités en 2022.
Donc une convention a été signée en ce sens par la suite de la délibération 58-2022 du 25 juillet 2022, approuvant le principe du mode de calcul des subventions versées par les communes. Cependant, il convient donc chaque année de se prononcer en faveur de ce montant exact de subventions à verser pour l'année considérée. Donc la subvention en 2022 était de 3 898 €. Et donc cette année, elle est de 3 202,31 €. Donc voilà, on va demander de voter cette subvention à l'association Lodini à la Fouillade. S'il y a des questions. Il y a, juste si je pourrais préciser qu'il y a 20 enfants qui ont participé en 2022 et c'est l'équivalent de 160 € à l'année pour chaque enfant. D'accord. De Najac. Pardon. Très bien. S'il n'y a pas de questions, je mets au voie cette subvention. Qui est pour? Je vous remercie. Le dernier point concerne une DIA. Il s'agit de savoir si nous souhaitons faire exercice du droit de préemption urbain sur une habitation qui se trouve 31-40 rue Basse des Comtes de Toulouse, sur les parcelles AE 599 et 705, pour un prix de vente de 156 000 €. Et voilà, comme à l'accoutumée, je vous propose de ne pas préempter et de laisser s'effectuer la vente de ce bâtiment. Voilà, s'il n'y a pas d'autres questions, je mets cette proposition au vote de ne pas préempter. Je vous remercie. Voilà, nous avons terminé cette séance du Conseil. Je vous remercie. Je souhaite à tous un bel été. Le prochain, un bel été, il est pas mal entamé, un beau mois d'août. Le prochain Conseil aura lieu au début septembre, je pense le 6 septembre. Et donc, voilà. Et avant de terminer, est-ce qu'il y a des questions parmi le public? Non, donc je vous remercie à tous. Merci à nos chers bénévoles qui nous permettent de diffuser, de filmer d'abord et de diffuser ce conseil. Et bon repos à vous aussi pendant le mois d'août. C'est bien nécessaire pour tous. Merci. Bonne soirée. Au revoir. Le 27 minutes.